Si Mike Tyson voulait taper votre mère, que diriez-vous? Auriez-vous peur et sortirez immédiatement parce que, enfin, c'est Mike Tyson. L'homme le plus brutal, en tout cas parmi ceux qui ont existé. Ou bien placerez-vous devant vous tout ce que vous avez comme tripe pour accepter la mort d'entre les mains de Tyson, mais sauver l'honneur de votre mère. Ou soit de votre enfant. Je recommande. Si Mike Tyson, l'homme le plus fort de son époque, venait menacer de taper votre mère ou de prendre votre enfant de force, le laisseriez-vous le faire? Parce que c'est Mike Tyson. Ou bien vous accepteriez de mourir au nom de l'honneur? Malheureusement, beaucoup de personnes ne le feraient pas. Ça, c'est clair et évident. En tout cas, pour les conditions les plus profondes, certaines personnes sont prêtes à donner leur vie et aller à la guerre. Au Niger, le général Amadou Ibro a exhorté les Nigériens de se préparer à ce qu'il décrit comme une guerre imminente contre la France. Le Niger en guerre contre la France. Ce n'est pas évident, ok? La France fait partie, en tout cas, ce qu'on sache, des pays les plus puissants militairement, au moins faisait jusqu'à un certain moment. Et jusque-là, ils sont quand même à hauteur. Alors, qui est le général Ibro? Le général Ibro, chef d'état-major particulier du général Tiani, a estimé que la France allait faire la guerre au Niger. C'est-à-dire, ils accusent la France ouvertement de menaces, un peu comme Mike Tyson en train de menacer l'existence de la maman de quelqu'un. Est-ce qu'on le laisse faire ou on ne le laisse pas? Sachez-le, on va rentrer en guerre avec la France. Cette mobilisation-là, elle est faite, elle est décrétée, afin qu'on se prépare pour la guerre avec la France. On est maintenant qu'on va en guerre avec la France. Il a encore dit, cette mobilisation, elle est faite, elle est décrétée afin qu'on se prépare pour la guerre avec la France. On va entrer en guerre avec la France. On n'était pas en guerre, c'est maintenant qu'on va en guerre avec la France. Le général continue en disant, nous sommes face à des gens qui, à cause de nos biens, à cause de notre richesse, veulent coûte que coûte nous ramener à ce qui a fait leur prospérité. Voilà exactement ce qu'il a affirmé dans cette séquence vidéo qui a largement circulé sur les réseaux sociaux le 12 février. Donc le général dit ouvertement que la France se prépare à faire la guerre au Niger. Alors le Niger doit anticiper. L'objectif de la France est de piller le Niger et de rétablir le pillage qu'ils faisaient depuis longtemps. Et alors pour eux, en tant que Nigériens, ils ne peuvent pas accepter cette situation. Il a accusé la France de préparer une invasion possible et s'emparer de ressources d'uranium. Ce qui est intéressant ici, les amis, c'est quoi? C'est que ce n'est pas tout à fait nouveau. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, la Russie, à travers Sergei Lavrov, la Russie a fait des affirmations très similaires. La Russie a lancé des avertissements récemment en accusation contre la France, affirmant que Paris, sous la présidence Emmanuel Macron, sponsoriserait des assassinats, des coups d'État et des actions de déstabilisation dans les pays africains qui prennent leur distance avec elle. Ici, évidemment, on parle du Niger, Burkina Faso et Mali. Donc, la France sponsoriserait des assassinats. Nous savons tous, il n'y a pas très longtemps, il y a eu tentative d'assassinat contre un chef de l'État africain. Vous connaissez très bien ce qui se passe. Est-ce que la Russie est en train de voir les choses qu'on ne voit pas? Ceci est un rapport depuis le service secret russe équivalent à la CIA. La France a réagi aux accusations. La réaction de la France a été de rejeter ces accusations, le qualifiant de guerre informationnelle et de propagande à des visées politiques. Le Niger accuse la France de préparer des déstabilisations ou la guerre. La Russie soutient l'idée en disant que la France est en train de sponsoriser des assassinats vis-à-vis des pays qui se distancent de la France. La France dit nous rejetons ces informations car ça fait partie d'une guerre informationnelle et de propagande. Je vous rappelle il n'y a pas très longtemps que le président nigérien, ce monsieur ici, Abdourahmane Tiani, s'est exprimé brutalement et publiquement récemment sur quelque chose de très intéressant. Suivez. Je crois que ce que j'ai dit vous donne une idée. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que l'adversité sauvage est en face de nous. L'attaque de l'aéroport international Diori Hamani et de la base aérienne 101 n'est pas en dehors d'un processus que les forces néocoloniales, particulièrement les forces françaises, à travers tous leurs démembrements, les forces spéciales, les services et les forces de façon générale, sous la direction d'Emmanuel Macron, a envers notre pays. Ce n'est un secret pour personne.
Notre arrivée a créé une situation d'inimité ouverte entre Macron et nous. Et malheureusement, il a pu entraîner dans cette haine viscérale certains pays européens pour lesquels nous sommes amenés à nous poser des questions. Sont-ils aveugles? Sont-ils sourds? N'ont-ils pas observé ce que la France a fait depuis 1850 pour certains, 1880, 98, jusqu'à date pour d'autres sur nos territoires. L'attaque de l'aéroport est inscrite dans un agenda de déstabilisation maladive. Macron a pris un engagement avant son départ qu'il fera tout pour renverser le régime nigérien qui a osé choisir la voie de l'indépendance, la voie de la souveraineté, la voie de la bonne gouvernance, la voie de l'autosuffisance à travers un développement des bases de production pour une souveraineté économique. La voie courageuse des réformes sociales que nous avions initiées. Il ne fallait pas que nous réussissions et c'est le combat auquel Emmanuel Macron et ses sbires nous livrent. Malheureusement, avec l'accompagnement de certains chefs d'État de notre sous-région et d'ailleurs. L'attaque de l'aéroport, nous avons suivi les préparatifs depuis avril 2025. Du 26 au 28 avril, nous avions suivi, et j'ai eu à le dire, mais malheureusement, certains Nigériens ne retiennent pas ce que nous disons ici pour sonner l'alerte. Nous le faisons parce que nous savons que c'est ensemble que nous pouvons remporter ce combat. Du 26 au 28 avril, à travers les services français, les services, quand je dis les services, c'est la DGSE, c'est les forces spéciales, avaient inondé les mercenaires de la rive droite, donc du Gourma, dans la zone Liptako-Gourma, en armement, en moyens financiers et en tout type d'équipement militaire pour nous déstabiliser. Il n'y a pas que le Niger. Le Mali était dans le viseur. Le Burkina Faso était dans le viseur. Si vous avez suivi, c'est dans l'euphorie de la réception de ces moyens, armements, roulants, financiers et matériels de toute nature que la tentative d'incursion de Namaro avait eu lieu. Vous vous rappelez la correction que ces éléments-là ont reçue. Suite à cette correction que nous leur avons infligée, et surtout à l'initiative, parce que je l'ai dit, c'est l'euphorie de la réception de ce matériel mis en place par la France qui a poussé ces mercenaires-là à s'aventurer. Ils ont été recadrés. Certains ont été relevés de leur commandement parce qu'ils leur avaient donné des consignes fermes.
Il dit ouvertement qu'il les accuse d'avoir soutenu une attaque terroriste contre l'aéroport et la base aérienne internationale à Niamey. Évidemment, M. Tiani, c'est un militaire. Et pour le militaire, pour la plupart des cas, ça ne va pas de gauche à droite, ça va direct. Et il a pointé du doigt Macron, Talon et Ouattara. Il a aussi dit, vous avez assez aboyé, on vous a entendu. Attendez-nous maintenant rugir. C'est un message de défi très fort. Je pense qu'il est important de déterminer pourquoi est-ce que si la France veut vraiment déstabiliser le Sahel, pourquoi la France aurait ses raisons? Quels sont les justificatifs pour lesquels la France aurait le courage de faire ce genre d'histoire? Il faut comprendre qu'avant 2023, le Niger était un partenaire sécuritaire clé pour la France et les États-Unis. Les deux pays en même temps. Avec la France, le Niger accueillait des troupes françaises d'environ 1500 au plus fort dans le cadre d'opérations Barkhane et de dispositifs antiterroristes. L'objectif était, d'après les Français, d'aider les Nigériens à s'entraîner, à se préparer, à résister contre les terroristes. Le Niger et la France ont conduit d'ailleurs pendant des temps des opérations conjointes et la France fournissait des informations et utilisait des bases de surveillance régionales, d'après la France. Ces derniers disposaient d'une importante base de drones à Agadez. On a tous vu cela. Il y avait à peu près 1000 militaires américains qui étaient là, dédiés au renseignement et à la surveillance et à la reconnaissance. L'objectif pour eux, c'était d'observer les terroristes depuis l'Afrique pour protéger les États-Unis. Est-ce vrai ou pas? Point d'interrogation. Est-ce peut-être pour avoir de l'influence sur ce territoire africain? Point d'interrogation. Les avertissements russes sont clairs. Les Russes disent à travers leurs services de renseignement que le Niger doit faire très attention. Ils ont accusé la France de parrainer des assassinats. C'est-à-dire la France préparerait, d'après les Russes, des assassinats en Afrique vis-à-vis des pays qui ont pris de la distance. Qui sont ces pays? Il y en a plusieurs. À part le Sahel, il y en a aussi. Et je pense qu'il est important de savoir de quoi il s'agit. De quel service on parle ici? On parle du service de renseignement extérieur, le SVR russe. Le SVR a allégué des complots néocolonialistes orchestrés par la France, notamment dans des tentatives d'assassinat, comme celui déjoué au Burkina Faso sur le président Ibrahim Traoré très récemment. Secondo, une collaboration supposée avec des terroristes et l'Ukraine pour réinstaller des régimes pro-occidentaux, présentés comme une revanche pour la perte d'influence française. C'est-à-dire organiser des assassinats, deuxièmement, collaborer avec des supposés terroristes et l'Ukraine pour réinstaller des régimes pro-occidentale présentée comme une revanche pour la perte d'influence française. Alors, est-ce qu'on est en train de dire la vérité ou pas? Les Russes sont-ils en train de dire la vérité ou sont-ils en train de faire une propagande dans l'objectif de gagner du terrain? Comment on peut le savoir? C'est très simple. Est-ce que la France a des raisons de faire ce genre d'histoire? Le Niger a-t-il raison ou est-il paranoïaque? Je pense que pour savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, il suffit de regarder ce qu'il a déjà fait dans le passé, n'est-ce pas? Vous avez une personne qui a, dans le passé, été un violeur et incarcéré pour des choses atroces qu'il a fait aux petites filles. Est-ce que, après avoir été libéré de prison, et le monsieur aurait traversé un programme de réhabilitation et devenu pasteur, accepteriez-vous de prendre ce monsieur comme jardinier dans votre maison, sachant que vous avez des enfants de moins de 10 ans qui sont des filles ou des nièces? Vous ne le ferez pas, n'est-ce pas? Autant vous pensez que l'homme peut changer, mais une personne qui a déjà été incarcérée pour des causes de viol et des histoires pareilles, vous ne lui accorderez pas une chance. Pas avec vos enfants, n'est-ce pas? Et ben voilà. Il suffit de regarder dans le passé d'une personne pour savoir ce qu'il a déjà fait dans le futur. Est-ce que la France est en capacité de déstabiliser un pays parce que ce pays se distançait de la France ou aurait pris ses intérêts? Au Tchad, par exemple, la France est intervenue à plusieurs reprises. Opération Manta, par exemple, en 1983. À l'époque, il y avait M. Goukouni Odei, celui-ci. Il était président du Tchad entre 1979 et 1982. Alors, le monsieur considérait que le régime précédent était trop pro-français, un peu trop proche de l'esprit colonial. Donc, malgré l'obtention des indépendances, le Niger était un peu trop du colon. Alors, il représentait quelque part une opposition à la France. Monsieur Goukouni s'est lié à qui? À ce monsieur. Son alliance avec la Libye fut perçue par la France et l'Occident comme menaçante pour ses intérêts dans son ancienne sphère africaine. C'est-à-dire l'idée selon laquelle ce monsieur ici qui devint président, chef de l'État au Tchad, s'associe avec l'idée de Kadhafi, vous connaissez Kadhafi, est menaçant pour les intérêts de la France. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ce monsieur ici, Hissène Habré, avec le soutien de la France et les États-Unis, renversa Goukouni en 1982. La France changea alors de camp pour soutenir Habré. Goukouni s'exila au Cameroun, ensuite en Algérie. Donc, les Français ont vu que leur intérêt était en danger. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour apporter au pouvoir une personne qui préserverait les intérêts de la France. Allons au Gabon. 1960, le Gabon obtint son indépendance. À l'époque, il y a un président au nom de Monsieur Léon Mba.
Léon Mba, proche et allié de la France. Léon Mba était adorateur de la France. Mais à l'époque, il avait une opposition très rude. En 1964, après des manipulations électorales, M. Mba voulait se garder au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Un groupe d'environ 150 officiers et soldats organisa un putsch sans effusion de sang. Donc un putsch sans verser le sang contre ce monsieur Mba. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Ils arrêtèrent monsieur Mba à son domicile et installèrent un gouvernement provisoire dirigé par Jean-Hubert Ombane. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? On a demandé à monsieur Mba de démissionner en tant que président à la radio. Ok? On lui a demandé de le faire. Il a démissionné en tant que président. 48 heures plus tard, intervention française, le président français Charles de Gaulle autorisa rapidement une intervention militaire. Charles de Gaulle autorise une intervention militaire au Gabon. Okay? Des parachutistes français furent déployés et rétablirent Mba au pouvoir immédiatement. Évidemment, plusieurs personnes étaient tuées et c'était vraiment triste. Après sa mort, Albert Bernard Bongo ou Omar Bongo prit le pouvoir pendant à peu près 40 ans. Vous avez vu ce qui s'est passé. Pourquoi les Français ont fait ça? On estime que les Français ont fait ça pour protéger leurs intérêts. Quels intérêts? Il avait la compagnie française, par exemple, Elf Aquitaine, liée au cercle gaulliste à l'époque, avait d'importants intérêts pétroliers au Gabon. Certains estimaient que la protection fut motif majeur de l'intervention. Donc la France a à plusieurs reprises défendu ses intérêts en Afrique en envoyant des militaires pour faire des opérations. Ça ne se limite pas là. Parlons de ce pays ici, le Zaïre à l'époque, la RDC aujourd'hui. 1978, la France intervint sur ce territoire ici. Kolwezi, province du Chaba à l'époque, pour sécuriser une région minière stratégique. Kolwezi à l'époque était essentiel pour l'approvisionnement mondial du cobalt, crucial pour les alliages et les batteries. C'était important, donc le cuivre et l'uranium. Pour les intérêts de la France, qui avait investi à l'époque avec la Belgique, il était important d'intervenir. Ils ont intervenu et ont massacré des gens. Alors, est-ce que le Niger a des raisons de réellement pouvoir s'inquiéter sur les interventions de la France? C'est vraiment une possibilité, parce que ça s'est déjà fait dans le passé. C'est une possibilité que ça se fasse encore une fois. Maintenant, la Russie confirme que la France a réellement autorisé des assassinats sur les dirigeants africains qui s'éloignent de la France. Est-ce qu'ils disent la vérité ou pas? Je ne sais pas. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Le général Amadou Ibro a exhorté les Nigériens de se préparer à la guerre. Sont-ils à la hauteur de résister à la France? Mais cette résistance doit-elle être physique ou principalement mentale? God bless.